Ma première participation, je sais qu'elle est extrêmement variée dans le public, et donc on a essayé d'avoir un discours assez adapté, j'espère, de ne pas en perdre certains ou être trop terre à terre sinon. Alors la question, c'est l'évaluation au niveau du rachis cervical lors du jeu ou lors de l'entraînement. J'adopterai là tout ce qui sera un peu plus fondamental. Alexis parlera de la stratégie diagnostique et thérapeutique une fois que la lésion aura été avérée. Alors, juste une petite diapo sur PubMed pour voir que finalement, c'est un sujet qui est émergent en termes d'intérêt de publication. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, au niveau du sport, on voit qu'on est notamment le rugby dans un sport de contact, maintenant beaucoup plus que dans un sport d'évitement. Le gabarit des joueurs a changé. Il y a beaucoup plus même si on a eu des règles adaptées, comme on le verra à l'instant, mais les joueurs sont beaucoup plus physiques, donc il y a plus de risques. Et puis, il y a l'émergence de nouveaux sports à risque, comme le MMA, par exemple, ou d'autres choses de ce genre. Et donc, la littérature, forcément, flambe. Alors, les différentes lésions en chirurgie, nous, ce qu'on sépare, c'est les lésions dites aiguës et les lésions dites chroniques, qui sont la répétition des chocs. Donc, les lésions aiguës, elles sont très majoritairement bénignes, heureusement, donc des petites douleurs cervicales banales, ce qu'on a dénommé bobologie dans le titre de manière un peu provocatrice. Ça dépend du mécanisme lésionnel, donc du vecteur force qui aura été appliqué. Souvent, c'est des vecteurs de force multiples, qui sont axiales, en rotation, en flexion. Et globalement, si on regarde les classifications des lésions, il y en a au moins 40 des classifications, donc bien sûr qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Mais globalement, nous, c'est celle-ci qui fait référence, c'est les lésions dites en compression, des lésions en flexion-extension et des lésions en rotation. Et encore une fois, souvent, c'est des vecteurs qui sont associés. Les lésions en compression, c'est un choc axial sur la tête, donc souvent des lésions qui impactent au niveau soit de C1, au niveau de l'atlas, soit au niveau de C7, lors des changements de courbure, au niveau des deux pôles. Des lésions qui sont osseuses, donc qui ont une consolidation qui est la règle, donc des lésions qu'on traite souvent orthopédiquement, sauf lorsque malheureusement le recul du mur postérieur induit une compression neurologique, ce qui est beaucoup plus rare, comme on l'a vu tout à l'heure. Les lésions en flexion-extension, c'est des lésions avec une gravité neurologique importante, donc vraiment un gros mécanisme en extension qui dépasse les mécanismes physiologiques du rachis cervical, avec des lésions qui ne sont pas cicatrisables, parce que des lésions ligamentaires ne cicatrisent pas au niveau du rachis cervical comme ailleurs, et qui sont donc chirurgicales lorsqu'elle est instable. Et enfin, des lésions, pardon, excusez-moi, en arrière. Et enfin, la question principale, lors des traumatismes cervicaux, c'est toujours l'entorse qui est le diagnostic qu'on émet dans un grand cas de figure dans ce genre de situation, mais de savoir si elle est bénigne ou si elle est grave. Je pense qu'Alexis en reparlera. Il y a des critères radiologiques plus que cliniques qui permettent de faire la part des choses lorsqu'on a une cervicalgie, qu'on suspecte une entorse cervicale. Et enfin, les lésions dites en rotation, qui induisent par définition des lésions asymétriques au niveau des articulaires, soit des fractures, soit des luxations au niveau d'une seule articulaire et qui sont des lésions extrêmement instables, qui peuvent se bilatéraliser et donc créer des complications neurologiques au niveau du canal rachidien. Alors, les lésions chroniques, elles, sont liées à la répétition des chocs. La hernie discale en fait partie également. C'est rare qu'on ait une hernie post-traumatique immédiate. Souvent, c'est la répétition. Le patient vous dit « j'ai eu mal, puis c'est passé, j'ai eu mal, c'est passé », et boum, je fais une hernie cervicale avec signes neurologiques, brachialgie, etc. Ça reste des lésions avec des chocs répétés qui sont potentiellement réversibles. Comme vous le savez, les hernies se résorbent. Donc le traitement, souvent, en l'absence de déficience, est conservateur. Alors, des lésions ostéophytiques sont des lésions par des chocs répétés et la construction ostéophytique centrale ou latérale qui induisent des compressions du canal ou des foramen, comme ici, d'un point de vue osseux, avec des compressions foraminales. Et les lésions parfois centrales, comme ce patient, qui induit une compression au niveau du canal rachidien, là avec un hypersignal, patient qui est donc en groupe G3, forcément dans la classification du rugby, c'est un rugbyman, qui a nécessité une chirurgie d'expansion vertébrale, ici par laminoplastie, c'est-à-dire que ça consiste à venir élargir la lame vertébrale par voie postérieure et donner plus de calibre au canal rachidien, et comme vous voyez par les petits systèmes, chaque vertèbre est expandue en elle-même, et les vertèbres ne sont pas unies l'une à l'autre, donc le mouvement est préservé. Alors, le cas particulier du rugby, on en a parlé tout à l'heure, rapidement, de la présentation d'avant. Vous savez qu'il y a des règles pour la pratique du rugby, qu'il faut un dépistage sur les joueurs à haut niveau, mais également chez les joueurs de plus de 40 ans, parce que c'est un vieillissement qui est accéléré lors de la pratique du rugby et d'autres sports, notamment comme le MMA ou des sports de contact, et qu'on avait historiquement cette classification radiologique de mesure du canal rachidien. Donc, pour résumer, le canal rachidien doit pouvoir tenir une vertèbre, donc A doit être égal à B. Si jamais on voit sur la radio que le canal est inférieur à une vertèbre, c'est que le canal est rétréci. Sauf que les lésions discales qui sont radio-transparentes ne sont pas visibles, donc l'IRM maintenant a supplanté, et on a une bonne visibilité, une classification qui est basée sur on voit du LCR devant et derrière, oui ou non. Si on a, c'est rassurant, si on n'a pas, il y a un canal cervical qui est rétréci, donc à menace. Alors la problématique dans le sport, c'est toujours pareil, c'est que les traumatismes sont fréquents, même très fréquents. Si on a le simple petit coup sur la tête ou sur le cou, c'est un traumatisme, mine de rien. C'est faire la part des choses entre un traumatisme qui est très souvent mineur,
parce que les structures algogènes, ça peut être la peau, le muscle, les tendons, n'importe quoi, peut faire mal, et des lésions qui sont graves, et il ne faut pas y passer à côté, qu'elles soient neurologiques ou même instables. Donc il faut savoir différencier les deux, et ce n'est pas toujours si simple. Donc un protocole unique, ce n'est pas simple, parce qu'avoir un protocole unique, c'est bien sûr rassurant, mais on risque d'exposer de manière anormale des patients à des radios irradiantes, on risque également d'emboliser le système de santé, et puis mine de rien, il y a une autre complication qui est ce qu'on appelle le syndrome subjectif. Ça, c'est ce qu'on rencontre en traumatologie civile, l'accent de la voie publique par exemple, qu'on appelle le syndrome subjectif des traumatisés rachidiens. C'est des patients qui font un traumatisme mineur, qu'on va surexposer à des examens, qu'on va un petit peu trop cristalliser dans la pathologie, et finalement pas les permettre de reprendre le jeu ou reprendre une vie normale, et ils font développer des symptômes bizarres de cervicalgie, douleur d'épaule, vertige, acouphènes, asthénie, et c'est extrêmement complexe à traiter. Il y a toujours un contexte psychologique sous-jacent, mais la surmédicalisation est un facteur de risque, donc il ne faut pas surexposer les patients avec des traumatismes mineurs. Donc ce n'est pas simple entre ne pas passer à côté et savoir diagnostiquer les lésions graves. Alors on avait une classification qui était jusqu'à-là la règle, c'était la classification de Nexus, ou de Hoffman, pour l'auteur de la publication aussi dans le New England il y a un petit moment. Et c'était simple, si le patient n'avait pas de trouble de conscience, donc pas de commotion cérébrale, en l'occurrence pour le sport, pas d'intoxication, donc ça on suppose que c'est le cas, enfin, normalement, la troisième mi-temps c'est après. S'il n'y a pas de douleur distractive, pas de fracture autre ou de lésion qui peuvent prêter, enfin, minimiser la douleur cervicale, ben, en gros, si le rachis cervical n'est pas douloureux à la palpation épineuse et qu'il n'y a pas de signe neuro, ben, il n'y a rien. Donc pas de radio et on reprend le jeu. Ça paraît assez pratique, sauf que si on voit ici, la VPN, elle n'est pas à 100%, elle l'est presque, ce qui veut dire qu'on passe à côté de certaines lésions. Et sur les 30 000 patients inclus dans l'étude, il y en avait 8 qui étaient passés à côté, et dont 2 qui étaient graves. Donc c'est une belle étude, c'est fiable, mais mine de rien, on peut encore se planter. Et on a actuellement une autre manière de fonctionner au niveau de la traumatologie civile, encore une fois, mais qui s'applique au sport de manière assez logique. C'est la classification du Canadian C-Spine qui prend en compte le terrain. On considère que l'âge est un facteur de risque, parce qu'il y a des sportifs de 65 ans quand même. Donc plus de 65 ans ou rachis pathologique. Si le patient a un traumatisme très violent visuellement, ça également, c'est à prendre en considération. Et globalement, si le patient a un traumatisme qui n'est pas si violent que ça et qu'il est jeune, s'il arrive à se lever spontanément du terrain, eh bien on peut regarder, est-il capable, oui ou non, de tourner la tête à 45 degrés à droite et à gauche. Si c'est le cas, il n'y a rien, pas de radio. S'il reste figé au sol, il a du mal à se lever, il a mal en se levant, on doit venir le chercher. À ce moment-là, on palpe les épineuses, c'est douloureux, on immobilise, on transporte. Et avec ça, on passe à côté de rien. C'est du 100%. Alors, il faut prendre en compte, on a vu le mécanisme et le terrain. Donc, le mécanisme est en fonction du terrain, parce qu'on imagine bien que les mouvements physiologiques du rachis cervical, que vous connaissez tous ici, en flexion-extension, mais aussi en inclinaison latérale, bien, ils ne sont pas les mêmes entre un patient qui est jeune, normal, on va dire, un patient âgé avec un rachis très dégénératif, alors on ne finit pas tous comme ça, heureusement, ou des patients avec des spondylarthrites, ici complètement rigides. Donc, en fonction de l'âge et du terrain, le patient n'est pas capable d'avoir un mouvement à 70 degrés en extension, forcément, et si c'est le cas, c'est suspect. Donc là, à ce moment-là, attention, radio. Alors, en gros, l'imagerie, on l'a vu, c'est pour les troubles de conscience. Là, c'est un traumatisme rachien qui est la preuve du contraire, parce qu'il n'est pas évaluable. Le rachis pathologique, patient plus de 65 ans ou, lors du rugby, plus de 45 ans. Mécanisme violent, ou en tout cas qui n'est pas compatible avec le terrain ou avec son âge, avec les mobilités physiologiques attendues. Un syndrome rachidien, donc patient qui a du mal à se lever spontanément, parce qu'il a du mal à porter sa tête qui est douloureuse. Une douleur à la palpation épineuse, lorsqu'on va le voir. Il n'arrive pas à tourner la tête à 45 degrés droite et gauche, bien sûr. Ça, c'est suspect également. Donc en appliquant le Canadian C-Spine. Et les signes neuro. Donc on vient de voir que c'est finalement assez rare, Dieu merci, mais on en voit, et nous, par contre, on en adresse régulièrement même. Et les signes neuro, ça peut être un syndrome médulaire. Alors, une petite diapo pour vous rappeler la systématisation des voies sensitives et motrices, que la systématisation dans le canal médulaire des membres supérieurs, ici, est beaucoup plus médiale que les membres inférieurs. Donc, un patient qui fait un traumatisme et qui a des fourmis dans les mains, ce n'est pas le canal carpien. Il faut suspecter une contusion médulaire. Donc, ce patient, il est suspect. On doit l'adresser pour une évaluation clinique. Est-ce qu'il y a un syndrome pyramidal? Est-ce qu'il y a une perturbation neuro? Donc, les paresthèses des mains, c'est suspect après un traumatisme pour des raisons qu'on voit ici. Pardon. Ce patient avait juste des paresthèses dans les mains, avec un hypersignal pareil. Le syndrome radiculaire, donc une compression latérale. Et là, pour un cas récent que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, lors d'une prise au MMA d'un patient de Dunkerque
qui venait pour une épaule douloureuse, simplement après une prise. Il a eu des radios, échos et autres. Et en fait, c'était une luxation unio-articulaire. Il a eu un bol de dingue de s'en tirer comme ça. C'était une douleur d'épaule sur une systématisation C5, avec un patient qui avait une douleur d'épaule très importante. Il n'avait pas très mal au cou, il avait une luxation. Mais il a passé 15 jours à faire des radios d'épaule. Les radiologues ont dit c'est bizarre, on va faire des cervicales. Et il avait raison. Donc il faut quand même y penser à ces syndromes radiculaires un peu bizarres, avec une épaule qui bouge normalement et qui fait mal. Bon. Et enfin, il faut y penser, l'avoir entendu au moins une fois, même si c'est exceptionnel, mais on peut le voir, des douleurs cervicales parfois un peu frustres, souvent qui apparaissent secondairement après un traumatisme. Et si un patient a une modification du diamètre pupillaire, même chez vous, ça peut être une dissection de la carotide, et à ce moment-là, il y a des risques neuraux, il faut y penser et faire les explorations dédiées. La mise en condition, ça vous la connaissez tous, une fois que c'est suspecté sur le terrain, ou après, on immobilise. En général, c'est simple, gabarit normal, une minerve, toujours avec un qui tient la tête, dans l'axe. On peut glisser la minerve en dessous, et puis il y a des patients, on fait ce qu'on peut. Donc il y a des manières de caler la tête avec des cales, des choses qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour le transport, quoi. Et là, je passe la main à Alexis pour la prise en charge complémentaire. Merci Fahd. Vous allez vous retrouver dans différentes situations. On a vu les critères importants pour prendre la décision de faire des examens ou pas. Donc quand les critères sont remplis, le patient est transféré à l'hôpital et ça va être l'urgentiste qui va prendre cette décision. Mais parfois, vous allez vous retrouver avec des patients qui n'ont pas eu cette décision et c'est à vous de gérer s'il faut faire ces examens. Donc on va voir quels sont les examens à réaliser et puis dans quel ordre pour bien comprendre la séquence voilà. Il y a une étude qui a été réalisée avec 2321 patients. Tous présentaient les critères Nexus, raison pour laquelle ils ont eu des examens. On voit quand même une grande majorité de scans parce qu'en effet sur le rachis cervical, les lésions sur la radio peuvent facilement passer inaperçues. Donc les médecins ont tendance à facilement proposer les scanners et on voit 91% de scanners, 9% d'IRM et 30% de radio. Alors pour comprendre pourquoi la supériorité de certains examens par rapport à d'autres, c'est la sensibilité qui nous permet de déterminer les malades et puis la spécificité qui nous permet de déterminer les non-malades. Et on voit que la radio a une sensibilité plutôt faible et une spécificité assez élevée. Donc en fait la radiographie est un bon examen de débrouillage, qui est un examen qui est rapide, qui est aussi en position debout, donc ça va donner aussi quelques informations. Et tout de suite on va pouvoir voir les fractures et luxation. Et si cet examen est normal, il va falloir se poser la question d'un autre examen. Et là se discute le scanner et l'IRM, et parfois même les deux sont complémentaires et sont nécessaires. En tout cas, il faut être certain que radio normale, patient douloureux, il faut passer à un autre examen, le scanner, qui a une haute sensibilité et haute spécificité, et l'IRM aussi. Et on voit qu'en cas de scanner normal, dans cette étude, on a trouvé 14 patients avec des lésions IRM. Sur les radiographies, il y a différents types de radiographies, statiques et dynamiques. Sur les statiques, on va voir les lésions osseuses très facilement, les luxations aussi. Sur l'image de gauche, on voit un cliché bouche ouverte qui va nous permettre de bien voir la partie haute du rachis cervical de face, parce que comme je vous l'ai dit, cette partie haute est quand même souvent cachée, difficile de visualisation et souvent avec des diagnostics passés inaperçus. Sur l'image de droite, on voit les différentes lignes qui sont tracées et qui nous aident à détecter les anomalies de devant à derrière, en passant donc du corps vertébral, les articulaires, les épineuses, et en regardant rapidement tout ça, si vous voyez une asymétrie, vous devez vous poser la question d'une anomalie. Et puis il y a les signes indirects avec un hématome, parce que s'il y a une fracture ou une luxation, il y aura une rupture d'un ligament ou de l'os, et ça va saigner. Et donc en avant du corps vertébral, vous verrez un élargissement entre l'œsophage traché et la partie antérieure de la vertèbre cervicale, et ça doit vous laisser penser à une complication. Les clichés dynamiques, on les connaît bien pour les diagnostics d'entorse bénigne, donc on a estimé qu'il n'était pas nécessaire dans ces situations-là. Il y a des patients qui n'ont pas eu scanner ni IRM, donc on n'a pas fait de diagnostic de lésion du ligament, on les a immobilisés, on les revoit à J10, on leur fait faire des clichés dynamiques, et c'est ces clichés dynamiques qui vont nous déceler une lésion ligamentaire par instabilité, micro-instabilité locale et décoaptation de ces articulaires avec la subluxation que vous voyez et un espace interépineux qui s'est majoré et qui doit déclencher tout de suite d'autres examens complémentaires avec l'IRM à la recherche de lésions ligamentaires.
Sur la radio, vous voyez les fractures simples avec un petit coin osseux, mais qui doivent vous laisser suspecter une atteinte ligamentaire et demander une IRM. Les fractures plus importantes du corps vertébral. Et puis les 2 radios en dessous. Du côté gauche, une luxation uniarticulaire. On voit une asymétrie radiologique entre la partie haute du rachis et la partie basse, ce qui indique que il y a une rotation au sein du corps vertébral là où il y a une luxation uniarticulaire. Et sur la radio de droite, juste à côté, vous voyez le décalage et le déchaussage des articulaires entre les 2 vertèbres. Donc là, les 2 articulaires sont luxés. Je vous ai mis une image de scan en dessous du cliché de face bouche ouverte, parce qu'en fait, ces lésions de C1 sont souvent responsables d'un écartement des masses latérales, et c'est ça qui va être visible sur cette radio bouche ouverte. C'est ces 2 petites masses latérales qu'on voit avec les flèches qui vont s'écarter et qui nous poussent à réaliser le scanner pour mieux bilanter cette fracture. Donc le scanner est un très bon examen pour le bilan osseux, il aide pour le diagnostic et aussi il aide le chirurgien dans sa prise en charge chirurgicale. Et puis indirectement, on peut voir des signes de lésions ligamentaires par diastasis, par écartement entre structures osseuses de façon pathologique. Et ça doit nous amener tout de suite à faire une IRM. On voit ces petites fractures passer inaperçues sur une radio, et là sur le scan on la voit bien. Et puis ça nous donne aussi un bilan osseux sur l'image de droite avec ce fragment osseux qui est allé dans le canal et qui va comprimer la moelle et qui va nécessiter un complément par IRM pour bien apprécier la compression. L'IRM plus spécifique sur les parties molles, les lésions ligamentaires et discales, et puis les lésions médulaires. Vous voyez sur l'image de gauche une petite lésion du ligament commun vertébral antérieur, donc une rupture du disque, on n'aurait sûrement pas vu sur la radio ni sur le scanner, et avec l'IRM ça va être évident et on va comprendre pourquoi ce patient souffre encore et donc proposer une prise en charge en fonction. Et puis sur l'image de droite, on voit une contusion médulaire, mais pas simplement, on voit un petit décalage C3-C4 qui nous laisse comprendre qu'il y a un traumatisme à ce niveau-là pour expliquer cette contusion médulaire importante et étendue. Alors, il y a ces lésions aiguës dont on a parlé avec Fahed, et puis il y a ces lésions chroniques aussi, et là c'est la sténose cervicale avec plus ou moins myélopathie, et puis les hernies discales unilatérales ou bilatérales avec un exemple de volumineuse hernie discale latéralisée à droite sur l'image à droite, qui sont importants pour prendre en charge par la suite et prendre la décision. L'électromyogramme est aussi un examen, alors c'est pas de l'imagerie, c'est un examen électrophysiologique, c'est souvent à la demande du chirurgien, et ça reste un examen moteur, c'est-à-dire qu'on demande surtout quand il y a un déficit moteur ou qu'on a un doute sur une lésion motrice infraclinique, et ça va nous permettre d'évaluer cette importance d'atteinte motrice et de la souffrance du nerf, et aussi d'éliminer un diagnostic différentiel, parce qu'on peut avoir une atteinte au niveau cervical de la racine, mais aussi une atteinte tronculaire avec le plexus, où les racines un peu plus distales sont abîmées. Il va nous aider à la décision, et puis des lésions pas très importantes chez quelqu'un dont c'est pas le métier, qui n'est pas sportif de haut niveau, on va peut-être se dire c'est tout, on ne propose pas un traitement chirurgical, mais chez un patient professionnel où la demande motrice va être très importante, certes il y a une petite souffrance motrice, on va peut-être proposer une chirurgie plus facilement. Donc la prise en charge non chirurgicale, on en a un petit peu parlé, c'est les fractures non déplacées, stables, sans déformation, sans syphose. La vertèbre ne s'est pas déformée suffisamment pour justifier une chirurgie. Il n'y a pas d'atteinte ligamentaire associée, donc ça peut cicatriser, c'est de l'os. On va proposer scolier rigide, et donc les cas d'entorse bénigne, on va pouvoir proposer un collier mousse, et on a compris que les entorses graves avec lésions ligamentaires, il va falloir proposer une chirurgie. Dans les situations de chirurgie, c'est donc ces fractures avec ces critères d'instabilité, de déformation, et puis compression médulaire évidemment, où ça va nécessiter une stabilisation, et donc le plus souvent on utilise une ostéosynthèse par voie antérieure. Dans ce cas-là, il y a une burst fracture, donc un éclatement de cette fracture qui impose une arthrodèse avec plaque et renforcement du corps vertébral. On se fixe à la vertèbre du dessus et à la vertèbre du dessous pour bien stabiliser. Ces interventions ont des suites simples avec des complications septiques qui sont rares et un bon taux de fusion. Mais la fusion est quand même un problème, il faut que ça soit bien prévenu aux patients, et parfois, j'imagine que les joueurs pros ne fument pas, mais chez les joueurs non professionnels, il faut bien insister sur que le tabac doit être arrêté.
Et on peut se dire que en passant par devant, on réussit à faire une belle décompression de la moelle et retirer ce petit fragment au contact de la moelle qui peut la comprimer sans difficulté. Les luxations aussi sont toujours chirurgicales. Ça nécessite parfois une réduction par halo, pas toujours. On peut passer par devant, réduire et faire une manœuvre, mais assez régulièrement, quand la luxation est importante, bi-articulaire, on va être obligé de mettre cet étrier autour de la tête, de tirer dans des manœuvres de flexion-extension pour pouvoir réduire et rechausser ces articulaires. Et on va y associer une arthrodèse antérieure et parfois même on est obligé de passer par derrière pour compléter et ostéosynthéser parce que la réduction n'est pas suffisante ou la stabilisation n'est pas suffisante. Les images péropératoires où vous voyez en haut, numéro 1, à gauche, on met une distraction dans le disque, on va monter les articulaires sur les articulaires et les faire rechausser par derrière et ensuite stabiliser tout ça par une plaque antérieure. Et dans le cas de l'image de droite, une stabilisation par voie postérieure a été nécessaire. La prise en charge chirurgicale pour les hernies, cette fois-ci, donc ces lésions plus chroniques, notre indication, ça va être surtout la parésie, la perte de force va nous pousser à opérer, la douleur qui ne cède pas au traitement médical ou infiltratif, et puis ce dont je vous parlais tout à l'heure, la souffrance à l'électromyogramme. On a plusieurs possibilités chirurgicales dans ces cas-là. La préservation de la mobilité est quand même l'objectif, surtout chez les sportifs. La foraminotomie est une incision par derrière, soit avec le tube ou l'endoscopie. Le but est de faire le dégât musculaire minimum. Et donc ça, on privilégie ça chez les jeunes, chez les gens qui ont des bonnes lordoses cervicales. Quand ils ont une monoradiculalgie, grâce à ça, on a une petite incision. Peut-être qu'on peut voir la vidéo où on voit la moelle à midi devant vous. À droite, vous avez la racine nerveuse et en face de vous, le disque qui a été percé et on a évacué la hernie qui venait comprimer la racine et on a associé un petit geste osseux de recalibrage au niveau de l'articulaire pour bien décomprimer la racine et qu'elle soit bien libre en fin d'intervention. La préservation de la mobilité, il y a aussi la prothèse discale. Chez le jeune non arthrosique, évidemment, s'il y a déjà de l'arthrose au niveau des articulaires postérieurs et qu'on garde un mouvement sur ce segment, des douleurs persistantes peuvent arriver. Les jambes biradiculaires, on va proposer ce geste qui va nous permettre de bien décomprimer les deux côtés. En gardant un petit peu de mobilité, on prévient le syndrome adjacent par rapport à l'arthrodèse, c'est-à-dire l'usure prématurée du disque sous-jacent. Mais chez le rugbyman, chez les sportifs de contact important, est-ce qu'on peut se permettre ces implants qui ont de la mobilité et donc un risque de faillite? Il existe peu d'études. Quand on recherche sur PubMed, on retrouve deux études. La première, c'est en 2020 et c'est un cas de prothèse, mais en lombaire et c'est un cas clinique, donc qui n'a pas de grande valeur scientifique. Et le deuxième article ne concerne pas spécifiquement le rugby. Donc on est sur ces sports de contact, on préfère quand même privilégier la fusion. Ça permet de restaurer la lordose, c'est le même abord cervical, devant, au niveau du cou, on passe entre les différentes structures musculaires et vasculaires. Et il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'on bloque un disque, on garde quand même de la mobilité cervicale, les disques du dessus et du dessous permettent de bouger, donc on ne va pas avoir un patient après complètement figé au niveau du cou. Mais ça augmente, dans ces cas de fusion, un peu les contraintes sur les disques sous-jacents et sous-jacents. La myélopathie, on a vu tout à l'heure avec une image de Fayed la laminoplastie qui nous permet de réouvrir ce capot et de décomprimer la moelle tout en gardant la mobilité. Il y a aussi la laminectomie qui est un petit peu moins conservatrice où là on va retirer les épineuses. Et puis il y a aussi les solutions sans préservation de mobilité, avec l'arthrodèse cervicale antérieure et l'arthrodèse cervicale postérieure. Là, ça sera plutôt chez la personne un peu plus âgée avec de la kyphose, où on va devoir éviter la décompensation secondaire de cette libération canalaire en mettant du matériel pour bien stabiliser. Enfin, quelles sont les consignes qu'on doit donner aux patients et dans quel délai? C'est difficile à affirmer. On a vu qu'il n'y avait pas vraiment de consensus. Il y a toujours une pression de la part du club, du joueur, du manager pour laisser retourner jouer le joueur. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il faut laisser cicatriser l'os et les tissus, même chez les sportifs. Donc il faut être prudent. Il y a une belle étude qui a été réalisée, une étude originale en 2021. Ça concerne le foot américain. C'est 25 chirurgiens qui se sont réunis et qui pratiquent de façon fréquente la pathologie de la traumatologie cervicale. 14 orthopédistes, 11 neurochirurgiens, 10 scénarios présentés. Et ils ont donné leur réponse sur retour au sport ou non. Pour résumer, le retour au sport de contact après symptômes aigus résolutifs sans sténose à l'IRM,
c'est-à-dire que le patient présente des paresthésies temporaires, ça régresse, 88% étaient d'accord pour laisser retourner au sport de contact le sportif, avec des taux significatifs. En revanche, en cas de parésie, ils étaient un peu moins importants, ils étaient 64%. En cas de sténose, là on voit les taux nettement diminuer avec 35% pour les paresthésies, 27% pour la parésie et avec une plus grande hétérogénéité d'avis. Les chirurgiens étaient favorables à l'autorisation du retour au sport de contact pour les hernies discales traitées chirurgicalement, 71%, et ce de manière significative, avec un bon consensus observé en cas de retour à une activité inférieure sur le contact élevé. Donc quand même on les autorise, mais il faut faire des sports de contact moins importants. En cas de manque de résolution des symptômes, là on voit une plus grande variation, moins de consensus sur les recommandations et moins de médecins qui autorisent le retour à un sport de contact. En revanche, aucune différence sur les recommandations entre orthopédistes et neurochirurgiens. Et puis la plupart des chirurgiens ont quand même privilégié une imagerie approfondie avec radio, scan et IRM avant d'autoriser la reprise du sport. Voilà. Enfin, une dernière étude en 2021 aussi, où on voit qu'opéré versus non opéré chez les joueurs de foot américains, 101 joueurs, une reprise du sport à niveau pro dans 72% des cas chez les opérés, alors que 46% chez les non opérés, des résultats significatifs. Une carrière plus longue après chirurgie, 2,8 ans, comparativement à 1,5 ans chez les non opérés. Et puis pas de différence significative sur les performances. Et dans tous les cas, l'âge était un facteur de mauvais pronostic. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexis, merci Fahed. On a un petit peu de temps, là, on a 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y en a? Il y a une question là-haut, oui. En attendant, je me permets juste une autre question en attendant que le micro arrive. Quelle est votre position pour des joueurs de haut niveau, classés G2? On en avait parlé récemment avec Fahed, justement hier, au sujet d'un cas clinique. Asymptomatique, donc en fait on a une perte du liseré liquidien de LCR en avant et en arrière de la moelle sur une hernie discale, en l'occurrence c'était C5, C6. Quelle est votre position là-dessus? Traitement chirurgical versus non chirurgical, avec les contraintes du haut niveau? Est-ce qu'on les met au repos? Est-ce qu'on peut leur proposer une chirurgie? Alors, dans les sténoses, il y a, c'est que les groupes, c'est bien, mais il y a toujours du 2+, du 2-, etc. Il y a un côté un peu subjectif. Mais si du haut niveau, c'est une contre-indication relative. Sur un G2, c'est un compte relatif, donc sur du haut niveau, il y a des gros risques de contusion médulaire. Donc soit la lésion, elle est potentiellement réversible, comme des hernies discales, on croise les doigts qu'en faisant un contrôle et en suspendant, ça puisse se régresser. Il y a des hernies qui régressent. Si c'est des compressions ostéophytiques et qui ne vont pas régresser, s'il y a une évolutivité ou s'il y a des contusions, parce qu'on trouve toujours des petits symptômes, un peu à la con, petite brachialgie, un petit truc neurologique, il y a un gros risque. Non, c'est pas possible. Ça me paraît dangereux, très dangereux. Oui, non, c'est d'accord, mais est-ce que la prise en charge de ce fait est l'arrêt temporaire du rugby pendant 3-6 mois dans un contexte de pratique de haut niveau, ou est-ce qu'on envisage un traitement chirurgical malgré le caractère asymptomatique? Alors, je ne peux pas l'exprimer. Si c'est une lésion qui est réversible potentiellement, on suspend, on attend de voir si ça régresse ou pas. Donc oui, si la lésion est définitive, il n'y a pas de reprise au jeu si la compression reste. Donc en gros, c'est soit on décomprime, soit il n'y a pas. Voilà. Merci. Bonjour. Pardon. Excusez-moi, j'avais pas bien compris quand est-ce qu'on fait des clichés dynamiques en radiologie, lorsqu'on doit faire des clichés évidemment. Alors la cliché dynamique n'a intérêt que dans la différentielle entre entorse bénigne et entorse grave. C'est le patient qui fait des douleurs cervicales, souvent pas très majeures. On fait la radio, on voit rien, on voit un alignement correct, mais il reste cervicalgique. Le scanner ne montre rien, c'est un examen décubitus. Et à ce moment-là, on a un doute, donc on fait les radiographies dynamiques un peu différées quand la cervicalgie diminue. Il a une contention souple en attendant pour éviter les gros mouvements. Et une fois que la douleur diminue, on fait des radiographies en flexion et en extension et on voit si les bâillements augmentent, donc s'il y a une instabilité discale. L'affaire en phase aiguë n'a pas d'intérêt parce qu'il a mal, il est contracté comme ça, donc on n'osera pas. Donc maintenant, il y a des études aussi qui disent que l'IRM permettrait éventuellement d'éviter la radiographie dynamique parce qu'on verrait les lésions discales et les petites lésions au niveau des ligaments et on arrive à trouver des entorses graves tout de suite. Voilà. C'est pas si fiable, donc il y a des patients, même si l'IRM est assez rassurante et qui reste cervicalgique, on va à la dynamique. Et si la dynamique est normale, on est tranquille. Si la radiographie initiale est normale,
Il est cervicalgique, donc il aura eu un scanner, comme on l'a dit, parce que la radio n'est pas suffisante. Le scanner est normal, donc on n'a pas de grosses lésions. Et à 10e jour, on fait la dynamique. Il y a le manipulateur. Il y a des endroits où il demande qu'il y ait un médecin présent. Là, c'est fini maintenant. Les manipulateurs le voient et quand ils voient que ça ne bouge pas trop, voilà. Donc il n'y a pas tellement de risques. Moi, j'ai jamais un patient en radiodynamique qui est revenu en disant m'a luxé pendant la radio. Non. Les manip contrôlent. Bonjour, merci pour la présentation. On a vu que lors d'une fusion, du coup, pour les tâches concernées, c'était meilleur pour la sécurité, pour le haut niveau. Mais est-ce qu'on sait s'il y a une augmentation de la prévalence des blessures pour les étages supérieurs ou inférieurs? Pour les blessures, non. Pour les risques de chirurgie à 10 ans, oui. Il y a 5 à 8% de patients réopérés dans les 10 ans. Mais il n'y a pas d'études spécifiques pour le sportif. C'est vrai dans la population civile. Et de nouvelles publications en comparant les patients opérés et pas opérés, finalement, ce n'est pas si majeur que ça, parce que c'est le vieillissement normal du disque. Et la répercussion biomécanique liée à une arthrodèse segmentaire n'est pas si importante qu'on l'imagine. En tout cas, moins qu'on l'a dit à un moment. Merci. Une dernière question? Oui, bonjour, ici. Oui. Quelle indication pour une échographie Doppler carotidien? C'est le patient qui on suspecte la dissection, comme on disait. C'est-à-dire que le cervicalgie, bilan normal, il reste douloureux. Et il y a un truc bizarre. Il vous dit que c'est une cervicalgie très latéralisée, plutôt antérieure. Il a présenté parfois des petits signes neuro à la con, petite amorose transitoire, ou modification pupillaire, et on suspecte une dissection. Ou alors, autre cas de figure, mais là on n'est plus dans le même, c'est vraiment des lésions, pas tellement dans le sport, mais en traumatologie AVP, une lésion qui passe par le foramen transversaire. Donc là où passe la vertébrale. On dit merde, c'est bizarre. On fait soit un angioscanner, soit un Doppler pour voir si le flux passe correctement. Mais c'est souvent une symptomatologie où on ne trouve pas de lésion traumatique évidente, il reste cervicalgique, et avec des signes qui disent attention, la dissection, elle peut être là. Merci beaucoup, messieurs.